Ce soir et pour la 3e fois, Harold et moi vous proposons de découvrir des collectionneurs d'exception que nous sommes allés rencontrer en France et en Belgique. Bonjour Régis, bonjour merci Sophie. de vous accueillir dans ce lieu incroyable. Et ils ont accepté de nous dévoiler leur trésor. La Gazette, c'est le journal le plus ancien en France. 1631 pour le premier et 1777 le premier quotidien. L'une de vos premières planches, c'est celle-ci. Alors non, c'est la plus belle, c'est celle qui a le plus de valeur. Ça vaut combien un lustre comme ça? Si on vous s'offrait un petit lustre pour la salle à manger Harold? Plus que 50 000 euros. Ah oui, tout de même. Des objets inattendus. Vous avez des boîtes en forme de vase, en forme de lampion, en forme de commode, en forme de livre. Étonnants. Ce journal s'appelle le Dagblad zonder News, qui veut dire le quotidien sans nouvelles. Ah bah c'est ça, il est tout blanc. Voilà. Donc, j'adore. Époustouflants. On est le centre du monde au XVIIIe siècle d'un savoir-faire et d'un niveau de qualité extraordinaire. Parfois même envahissants. Ici, on a une de nos nombreuses collections. Et vous avez combien de pièces? On a des dizaines de millions de pièces. Ah ouais, d'accord. Du jouet à l'œuvre d'art, vous découvrirez des collections amassées par de véritables passionnés. J'en achetais à l'époque 10 par jour. Ça, c'était le début plein de folie. Que certains se sont amusés à essayer. Comment on procède pour assembler 2 pièces? Il suffit de clipser. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, c'est dur quand même. Non, c'est... Voilà. Affaire conclue spécial collectionneur, c'est tout de suite. Alors Harold, nous sommes dans le Luberon, dans un petit village qui s'appelle Gargas. Et dans ce village de Gargas, il y a une ancienne usine d'ocre. L'ocre, c'est cette couleur fabuleuse là qu'on voit partout aux alentours. Et dans cette ancienne usine d'ocre, eh bien, il y a une fabrique de lustres et un collectionneur qui détient des modèles qui vont du 15e siècle à nos jours. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Donc nous partons à la rencontre de Régis Mathieu. Ah oui. Waouh. Magnifique. Bonjour Régis, Bonjour merci Sophie. de vous Bonjour accueillir Régis. dans Bonjour ce Harold. lieu incroyable. Il y a combien de lustres là entreposés ici? Dans ce lieu, donc, qui est vraiment le musée, vous devez avoir 600 lustres. Ah oui, tout de même. Alors, d'où est née cette passion? Vous êtes tombé dedans comme Obélix dans la marmite. C'est un peu ça. Mon père a créé une société de lustres en 1948, puis en 1992, j'ai repris les rênes avec la passion de redonner à cet objet sa fonction initiale, c'est-à-dire briller. Alors, en tout cas, vous apportez de la lumière dans les yeux d'Harold qui ne sait plus où regarder, parce que là, on commence par l'origine du lustre. Voilà, votre collection est présentée de façon chronologique. Il n'y a pas les tout premiers lustres. Les tout premiers lustres, ils étaient en bois à l'époque médiévale. On appelait ça des chandeliers à suspendre. C'était assez rudimentaire. C'était une espèce de croix en bois sur laquelle on avait disposé des chandelles. Donc ça, c'est vraiment les premiers lustres à l'époque médiévale. Ce qui est rigolo à rajouter, c'est que c'était vendu dans la rue des bouchers. Parce qu'en fait, c'était pas des chandelles qu'on y mettait, c'était des chandelles en Grèce. Ou en Sibérie, en vous savez, Grèce, voilà. Absolument. Et en fait, on n'est pas encore à ce que nous, on appelle le lustre, parce qu'on est au service, si vous voulez, d'une fonction qui sent pas bon, qui est pas très agréable, etc. Nous, on arrive au moment de la bougie en cire. Parce que pour le coup, ça coûte extrêmement cher. C'est un très très bel objet de luxe, de pouvoir. Et c'est l'objet qui tient la bougie en cire qui nous commence à nous intéresser. Alors, on commence par les plus anciens. Alors, un des plus beaux, celui qui m'a interpellé tout de suite, eh bien, c'est celui-ci, que je trouve absolument extraordinaire. Et alors, il me fait penser au lustre qu'on voit sur un tableau très célèbre de Van Eyck, Les époux Arnulfini. Tout à fait, bravo. C'est donc une peinture qui date du XVe siècle. Et regardez, en haut, vous avez un des premiers lustres qu'on connaisse dans l'histoire de la peinture, un lustre du XVe siècle. Et ce qui est formidable, c'est que vous avez un exemplaire assez similaire ici. Complètement, son petit frère. Alors, comme le tableau, on arrive à le dater de 1434, quelque part, on sait que ce lustre est antérieur à 1434, qui pour nous est vraiment amusant parce qu'on a analysé les métaux, la technique de dorure,
Et puis des choses toutes simples, la taille des bougies. La taille des bougies, c'est très Elles sont fin. assez petites, oui. Voilà, mais ça coûtait cher. Une bougie, ça coûtait très cher au XVe siècle. Exactement. Et donc, on a ces lustres-là. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lustres, à l'époque, se déplaçaient avec les seigneurs. Donc, le lustre ne restait pas sédentaire. Le lustre, c'est le compagnon d'un moment, pas le compagnon d'un lieu. Donc, on doit pouvoir le démonter facilement. Voilà, et le remonter, donc tout est numéroté. Et c'était un symbole de richesse, donc de pouvoir. Les premiers lustres, d'ailleurs, étaient dans les lieux de culte, dans les cathédrales, dans les églises, avant de gagner le monde des particuliers, des seigneurs et des grands bourgeois. C'est ça, c'est les lustres que vous avez autour de nous, avec des vierges enflammées, avec tout ce symbole qui a un rapport avec les religions. Mais quelque part, si vous voulez, il faut se replacer à l'époque. On vous protège. Alors, on vous protège quand on est le Seigneur, mais on vous protège aussi quand on est Dieu. Donc, quelque part, les deux se sont battus à coups de lustre pour expliquer qu'il fallait se mettre sous la protection de telle ou telle religion et sous la protection de tel ou tel Seigneur. Et le lustre est arrivé. C'est votre plus ancien? C'est le plus ancien que je peux dater très précisément. Après, j'ai beaucoup de lustres en fer forgé, battus, qui sont un peu antérieurs, qui sont pas forcément à bougie en cire, qui étaient peut-être à bougie en suie, mais celui-là, j'ai une date. Est-ce que vous êtes du genre à feuilleter les livres d'histoire et à retrouver les lustres que vous voyez sur un tableau, par exemple? Complètement. Ma tête, c'est une espèce de bibliothèque à lustres dans laquelle il y a les tableaux, les photos, les livres, les gravures, etc. Vous en avez combien de lustres? Oh là, j'ai arrêté de compter à 1000. 1000? Oui. Ah ouais, d'accord. Ah oui, un millier de lustres. Je pense que j'en achète vraiment un par jour. Un par jour? Oui, c'est passionnant. Depuis combien de temps? Depuis une vingtaine d'années. Et alors, vous les achetez comment? Sur Internet, dans les salles des ventes, chez les antiquaires? Oui. Avant, je les cherchais. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est eux qui me cherchent. Vous êtes capable de dépenser combien pour acheter un lustre? Non, non, je peux pas le dire si mon épouse regarde. Non. Non, si mais vous voulez, en fait, vous avez des limites ou vous êtes prêt à tout? Non, j'ai pas vraiment de limite. Chez vous, dans votre maison perso, vous vous éclairez comment? Avec des lustres, évidemment. Des lustres que je change régulièrement. J'essaye de pas mettre les mêmes lustres pour un dîner que pour un déjeuner. Ah, que carrément, pour, vous changez le lustre en fonction des invités, quoi. Ben oui. Et plutôt ancien ou contemporain? Alors, tout mélangé, comme ici autour de nous, mais toujours contemporain pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est contemporain, parce qu'à l'époque où ça a été conçu, c'était vraiment une révolution. Et pour moi, la modernité, c'est la rupture avec ce qu'on faisait avant. Donc en fait, j'ai que des lustres contemporains, mais contemporains à leur époque. C'est le créneau de ma collection. Alors, on va faire ce tour de lustre. Là, on sort donc du Moyen-Âge pour arriver au XVIIe. Oui, le XVIIe siècle, l'arrivée du cristal et des lustres ciselés. Quand on dit cristal au XVIIe siècle, c'est du cristal naturel. Du cristal de roche. Du cristal de roche. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi transparent. C'est une pierre, en fait. C'est-à-dire qu'il est très transparent pour une pierre, mais pas aussi transparent que du verre. Il y a du givre à l'intérieur, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît le cristal de roche, c'est parce qu'il est habité. Tout à fait. Aussi, en termes de région, la France et l'Italie sont un peu le centre du monde pour les lustres en cristal de roche, parce que le cristal de roche, ça vient des Alpes. Et ce sont les Anglais qui vont inventer le cristal artificiel, parce que là-bas, il n'y a pas de montagne, donc il n'y a pas de quartz, si vous voulez. Et ils vont, eux, commencer à créer du verre plombé, ce que l'on appelle cristal artificiel. Et puis, le XVIIe siècle, c'est pour nous, Français, un moment très important. C'est la construction du château de Versailles. Donc, c'est aussi l'artisanat qu'on va chercher, les meilleurs artisans. On va chercher la fabrication des miroirs qu'on ne faisait qu'à Venise à l'époque, les plus grands peintres, etc. Donc, sous l'impulsion de Colbert, tout ça. Évidemment, bien sûr. Colbert qui va protéger un artiste dont le nom résonne aujourd'hui, André-Charles Boulle. Eh bien oui, André-Charles Boulle a fait des lustres. Et ici, vous en avez de très beaux exemples, notamment derrière nous, un lustre qui date vraiment donc, de la toute fin du XVIIe siècle, autour des années 1690-1700 vraisemblablement. C'est ça, complètement. André-Charles Boulle a véritablement inventé un style. Vous voyez, c'est le premier à utiliser ces mascarons, ces têtes d'indiennes. Vous voyez, elles ont une coiffe surmontée de plumes. Vous avez également des petites têtes coiffées de pampres de vigne, probablement une évocation de Bacchus. Ouais. Et puis, ces feuillages, ces feuilles d'acanthe. C'est le premier à inventer ce répertoire ornemental assez extraordinaire qui va influencer tous les bronziers au XVIIIe siècle. C'est en bronze doré. En bronze doré. C'est sa dorure d'origine et vous voyez qu'elle est d'une qualité extraordinaire. Ouais.
Alors, on continue. Et alors là, on arrive au XVIIIe siècle, Waouh. avec des modèles très emblématiques. Hein. Vous voyez, toutes ces pampilles, tous ces cristaux, ces pendeloques, ça c'est vraiment le modèle du XVIIIe siècle. Et puis, des modèles en bronze doré. Et donc là, on est dans le plus pur style rocaille, vous voyez, avec ces formes mouvementées, ces grands feuillages très exubérants. C'est la démesure. C'est un objet absolument extraordinaire. Juste pour savoir, entre nous, comme ça, personne n'écoute, ça vaut combien un lustre comme ça? Si on veut s'offrir un petit lustre pour la salle à manger, Harold? Alors, c'est pas excessivement coûteux, des lustres qui sont en bronze et en cristal artificiel, parce que ce qui coûte très très cher, c'est le cristal de roche et la ciselure, le temps qu'on va passer à sculpter les objets. Donc un lustre comme ça, selon la taille, selon le style, on est entre 10 et 20 000 euros. Par contre, ça peut partir énormément vers le haut quand on est sur des lustres qui ont de la ciselure, c'est-à-dire des heures et des heures et des heures de sculpture pour arriver à faire des endroits qui reflètent la lumière. Alors sur un lustre comme ça, on est plus que 50 000 euros. Ah oui, tout de même. Allez, on change d'époque. Donc là, nous étions au 18e. Voilà, c'est l'époque de Louis XVI. Et après Louis XVI, c'est la Révolution. À la Révolution, il y a un changement économique. Le bronze coûte cher. Et donc, autour des années révolutionnaires et jusqu'aux années 1800, on fabrique des lustres en tôle laquée. Alors regardez par exemple ici, donc c'est une tôle de fer qui a été peinte. Ça coûte beaucoup moins cher à produire. Plus de bronze et plus de bougies. Et plus de bougies. Alors les bougies, c'est un symbole de monarchie en fait, de pouvoir, etc. Donc la Révolution française, on change vraiment de symbole. Et donc ce sont des systèmes de lampes à huile, un peu inspirés de l'antique d'ailleurs, qu'on remet au goût du jour à l'époque. Et ici on a un bel exemple qu'on date de l'époque du Directoire, donc autour des années 1795. C'est Argan ça, c'est-à-dire que Argan c'était un Suisse qui va déposer un brevet à la fin du XVIIIe siècle pour justement ce système de double cheminée, de courant d'air. Et en fait, la tôle verte, c'est amusant parce que tout le monde dit c'est le vert de l'Empire, etc. Mais non, en fait, cette tôle verte, c'est pour imiter le bronze. Parce que quand ça s'oxyde, ça devient vert. Donc avec des rehauts dorés. Et puis aussi, on trouve plus de bronze à cette époque-là. Parce que quand on gagne Austerlitz, on fait la colonne Vendôme en bronze parce qu'on a tous les canons des Autrichiens. Mais après, on a commencé un peu à en perdre des batailles. Et donc le bronze, à l'époque, ne devait pas être utilisé pour l'industrie, mais pour la défense. Bien sûr. Et donc voilà cette mode de lustre. On va continuer notre cheminement chronologique. Et alors regardez par exemple cette forme de lustre. Eh bien, c'est pas une forme anodine. On appelle ça un lustre montgolfière. Ça s'inspire de la première montgolfière qui a volé en 1783, qui a eu tellement de succès auprès du public que les fabricants de lustres se sont amusés à reprendre la forme de la montgolfière pour leur création. Donc on trouve des montgolfières un petit peu partout à partir de 1783. C'est ça. Aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on utilise moins de cristal de roche, on utilise du cristal optique, c'est-à-dire taillé. Et ce qui va se passer aussi à ce moment-là, par rapport au XVIIIe siècle, c'est qu'en fait, les frontières sont complètement ouvertes et que les campagnes napoléoniennes vont faire qu'on va commencer à échanger les objets avec la Russie. Donc les lustres russes vont être à la mode en France. Ah oui, les lustres russes, les lustres de la Baltique sont particulièrement intéressants avec ces arcs sur lesquels sont accrochés des mirzas. Donc les mirzas, c'est le nom de ces petites pendeloques. Et c'est vraiment typique de la Baltique, de la Russie, de la Suède. Dans toute cette région-là, on a fabriqué des lustres étonnants au cours des premières années du 19e siècle. Voilà, complètement, à cheval, 18e, 19e. Ce qui est amusant avec ces lustres, c'est qu'ils sont extrêmement légers. Très très souvent un vert de couleur, donc un vert bleu, un vert rouge, un vert vert. Et ces lustres sont fabriqués d'une autre manière que les lustres des grands maîtres français. C'est-à-dire que ça, c'est du bois, ça, c'est du fer, ça, c'est de la tôle emboutie, ça, c'est du plomb. Ah oui. Et tout ça, c'est doré à la feuille pour faire l'effet d'un grand lustre en bronze. Mais les plus beaux lustres du monde ont été fabriqués par les Français au XVIIIe siècle avec une manière qui n'emmène aucune confusion. C'est ciselé, c'est doré, c'est en bronze. Quand vous êtes dans un grand palais italien et que vous avez un immense lustre en bronze, une fois sur deux, il est en bois doré. Et on est le centre du monde au XVIIIe siècle d'un savoir-faire et d'un niveau de qualité extraordinaire. Ce qui est important dans l'évolution des lustres, c'est aussi l'évolution de la lumière, parce qu'à un moment, c'est le lustre qui suit la technologie. Donc les différentes techniques qui ont révolutionné les lustres, c'est la bougie en tout premier, puis après c'est l'arrivée du gaz. Alors là on a la deuxième moitié du 19e siècle avec des lustres qui viennent des États-Unis, parce que les États-Unis ont été au gaz plus tôt que nous. Et puis nous, vers 1870, 1880, tous ces lustres au gaz, où vous voyez des robinets un petit peu partout, mais qui va très très souvent se repositionner à la bougie, parce que la bougie, ça fait rêver en fait. La bougie, c'est le pouvoir, c'est le romantisme au 19e siècle, et donc le gaz va aussi imiter la bougie, avec une longueur
de flamme plus longue que la bougie qui se consomme. Et enfin, l'électricité qui a un petit peu révolutionné les lustres. L'arrivée de l'électricité dans l'industrie, c'est 1850, mais par contre, l'arrivée de l'électricité dans les lustres, c'est avec l'ampoule Edison, donc c'est vraiment 1900. Et ces lustres-là, à partir de là, ils sont dessinés autour des ampoules. Donc, les créateurs de lustres ont un registre tout à fait nouveau pour inventer des objets. Oui. Ça part dans tous les sens, et sur tous les pays, et c'est une période qui est vraiment très très riche. D'ailleurs, mon bureau, moi, n'est rempli que de lustres 1900. Avec cette lumière qui descend. Est-ce qu'il y a un lustre que vous n'avez pas encore trouvé, que vous rêvez d'acheter ? Aujourd'hui, je dirais que c'est pas l'objet que je veux, c'est le fou qui l'a créé, que je veux trouver encore plus fou, si vous voulez. Est-ce que vous avez une idée de la valeur globale de votre collection ? Pas du tout, parce que d'abord ça a été acheté sur 30 ans. Il y a des objets que j'ai achetés en petits morceaux, il y a des objets que j'ai reconstitués parce qu'un jour j'ai trouvé une moitié là, l'autre jour une moitié là-bas. Par contre, aujourd'hui, on me demande des valeurs auxquelles je vendrais certaines pièces. C'est-à-dire que vous pouvez aussi en vendre des lustres ? C'est important à mon âge de me dire, quand la personne a le lieu pour, oui, le lustre doit repartir. Même un lustre rare, à part certains, comme le lustre Van Eyck, où j'ai dit non à quelqu'un qui le voulait absolument. Parce que, quelque part, c'est l'histoire de ma collection et il m'a fallu 30 ans pour créer cette collection. Donc, laissez-moi la raconter pendant que je suis là. Mais après, ce lustre-là, j'aimerais qu'il reparte dans un musée qui va parler de cette époque-là. Bon, en tout cas, bravo. C'est un parcours formidable, complet, malin. Merci. C'est superbe. Merci de votre accueil. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous poursuivons notre tour de France et là nous sommes dans le Pas-de-Calais à Marconne, un petit village où nous allons découvrir... Eh bien, on va à la rencontre de Jean-Michel et Isabelle, un couple de collectionneurs qui collectionnent des figurines en plastique, des petites figurines qui ont des bras comme ça. Vous voyez ce dont il s'agit. Très très bien. Ils en ont plus d'1 million, mais ils font des choses extraordinaires avec. Vous allez voir. Harold, c'est là que tout se passe, c'est là qu'on conçoit des décors incroyables avec ces figurines et les artistes qui ont créé tout ça. Donc ce sont 2 collectionneurs, Isabelle et Jean-Michel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de nous accueillir. Nous sommes où ? Alors nous sommes dans une salle que nous louons depuis peu de temps qui nous permet de concevoir des maquettes à destination d'événements qui sont prévus dans certaines villes. C'est-à-dire que vous concevez des décors de manière à pouvoir raconter certaines choses, essentiellement l'histoire de France d'ailleurs. Tout à fait. Ces figurines nous permettent, via aussi un travail de construction, de réaliser des thèmes liés soit à l'histoire, au patrimoine ou au 7e art. Et en l'occurrence ici, on a préparé un thème sur les invasions vikings en France et en Angleterre. Alors, vous parlez du 7e art, mais il y a aussi la télévision, puisque qui a réalisé ce joli petit décor ? Il me semble reconnaître un plateau qu'on connaît bien. C'est moi. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est justement petits détails, donc j'aime bien faire des petites mises en scène comme ça. Donc là, j'ai mis Jean-Mi avec vous et Harold. On est très ressemblants, hein, d'ailleurs. Je trouve. Je ne sais pas où vous avez trouvé mes chaussures roses, mais elles sont parfaites. Alors, il se trouve que vous vous êtes retrouvés dès le début autour de cette passion. Vous étiez tous les deux passionnés de figurines. Alors effectivement, on s'est rencontrés très tôt. J'avais 17 ans, Isabelle avait 15 ans et demi. Et j'avais déjà une collection assez importante, on va dire, parce que moi j'ai commencé à collectionner à l'âge de 7 ans. Isabelle en avait quelques-uns et on réalisait déjà ce qu'on appelle un diorama, c'est une mise en scène. Donc j'installais des mises en scène et j'attendais Noël et mon anniversaire de façon à acquérir les nouvelles boîtes qui me permettaient soit d'agrandir une thématique, soit d'en développer une nouvelle. Et puis donc vous avez groupé vos forces et vos talents pour aujourd'hui détenir probablement ce qui est la plus grande collection au monde de figurines. Oui, alors c'est un triste record si je puis dire parce que c'est très encombrant comme vous en apercevez. Ici on a une de nos nombreuses collections, une seulement. Donc effectivement on a un ami qui stocke pour nous dans 600 mètres carrés l'ensemble des collections. 600 mètres carrés. Vous avez combien de pièces ? On a des dizaines de millions de pièces.
Alors, il se trouve que vous vous contentez pas d'acheter une boîte par-ci, par-là. Non, vous achetez des milliers de boîtes, de mêmes boîtes, pour avoir de quoi nourrir vos thématiques, c'est ça? Tout à fait. Lorsqu'une thématique nous intéresse, on peut acheter un grand nombre de boîtes pour deux raisons. La première, parce que cette thématique mérite un volume significatif pour que ce soit intéressant pour le public de découvrir nos mises en scène. Et dans un second temps, parce que Playmobil prend de la valeur. Alors je m'explique, si j'achète 100 boîtes à 100 €, effectivement une certaine somme, mais si j'attends 1 ou 2 ans qu'il me manque des boîtes, je vais les payer 200 ou 300 € parce qu'elles sont devenues rares. Et ces 100 boîtes, si je les utilise pas, je pourrais toujours après les revendre au prix où je les ai achetées, je ne perdrai pas d'argent. Donc ça veut dire que dès qu'une boîte sort, vous l'achetez? Alors, on a acheté systématiquement, effectivement, toutes les boîtes, qu'elles soient françaises ou à l'étranger, depuis maintenant plus de 45 ans. Néanmoins, depuis maintenant quelques mois, nous n'achetons plus de boîtes parce que ce bâtiment est en location. Mais financièrement, c'était un choix. Alors, avant de détailler toutes ces mises en scène, Harold, on va remonter à l'historique de la L'histoire de ces figurine. petites figurines, exactement. Elles apparaissent en 1974 en Allemagne. C'est Hans Beck et Horst Brandstätter qui vont fonder cette fabrique de petits jouets. Alors, il faut savoir que dans les années 1974, qu'est-ce qu'on offrait aux petits garçons? On offrait des soldats de plomb. Et les deux fondateurs ont eu l'idée de fabriquer des petits personnages entièrement en plastique qui s'articulent. Chaque bras est articulé, les jambes sont articulées. Ils mesurent tous 7,5 cm, ce qui permet de tenir aisément dans la main d'un enfant. Donc les premières figurines qui sont sorties des usines, je crois qu'il y avait un Amérindien, un ouvrier de chantier et puis un personnage du Moyen-Âge. Tout à fait. Alors ce qui est vraiment incroyable, c'est que grâce à un prix de commercialisation assez attractif, eh bien, toutes ces figurines ont pu rentrer dans tous les foyers. Tous les enfants ont eu un jour ou l'autre une petite figurine en plastique dans leur chambre. Tout à fait. Par exemple, lorsque j'étais enfant, c'est ce style de figurine que ma mère avait été achetée dans un magasin pour m'offrir. Donc c'est votre premier... Ça, c'est l'un des premiers. Alors, c'est facile à reconnaître parce que les mains et les bras sont d'une seule couleur et liés. Alors, vous remarquerez effectivement que l'Indien a la caractéristique d'avoir un visage blanc. Ah, effectivement. Et on voit l'évolution donc de 40 années avec une figurine maintenant qui a le visage peint, avec une sérigraphie aussi. Maintenant, il y a des personnages qui sont sérigraphiés. Par exemple, en 1974, les garçons comme les filles ont exactement les mêmes têtes. Vous n'avez aucune différence. Tout à fait. Les filles, à proprement parler, apparaissent en 1976. Et après, il va y avoir des enfants qui ont 2 cm de moins que les adultes. Et enfin, des bébés encore plus petits. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une véritable évolution entre les premiers modèles et ceux qu'on fait aujourd'hui. Les filles ont des seins, ont des têtes... Elles ont des formes féminines, effectivement. Voilà, du maquillage de filles et des cheveux beaucoup plus sophistiqués. Parce que je vous rappelle quand même que en 1974, toutes ces figurines avaient la même coiffure, donc cette espèce de coupe au bol avec une fameuse frange, coiffure Playmobil. voilà, la fameuse coiffure. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 300 variétés de coiffures différentes qui vont permettre de personnaliser chacune de ces petites figurines. Est-ce que les boîtes ont évolué au fil des années? Moi, j'ai une nostalgie, pour ça que je voudrais ramener cette boîte-là, parce que cette boîte, si vous la retournez, vous voyez au dos... Ah oui, la possibilité. Voilà, les différentes possibilités à l'époque d'agrandir, de faire ce qu'on appelle un diorama, en fait. Alors que maintenant, dans les nouvelles boîtes, vous avez le descriptif de ce qu'il y a dans la boîte. Alors ça, c'est des boîtes très anciennes aussi, de 1977, je crois. Que j'ai gardé, parce qu'on n'est pas des collectionneurs à garder les boîtes, nous, mais néanmoins, ces boîtes, je les ai conservées parce que, étant enfant, ce sont des boîtes que je n'ai pas pu acquérir et qui ont une valeur sentimentale, non pas financière, hein, c'est une boîte qui peut valoir 200 ou 300 euros. Quand même, une figurine dans sa boîte d'origine vaut plus cher qu'une figurine toute seule. Lorsque vous avez le jouet non ouvert en boîte, donc non ouverte, la valeur, elle est là. À partir du moment où la boîte est ouverte, ça passe de 250 ou 300 euros à 20 euros. C'est fou. Ouais. Mais c'est vrai, quels que soient les jouets. Est-ce que vous l'avez estimé, votre collection? Oui, mais c'est pas raisonnable. Bon, on va détailler un peu les réalisations que vous avez faites. Donc là, il s'agit d'une bataille de Vikings assiégeant Paris. Oui, alors je me suis inspiré du film Viking où on a un début d'invasion viking. Donc il y a 300 drakkars qui remontent la Seine pour envahir Paris. Et donc d'un côté, il y a une armée terrestre qui tente de percer par les fortifications le pont-levis là-bas. Et en parallèle, on a les drakkars qui poussent les tours d'assaut sur lesquelles se trouvent les doubles échelles de façon à atteindre les hauts de fortification. Donc là, on est en 900 après Jésus-Christ? Oui, tout à fait. On est en 900. Viking, oui, c'est autour de 845. Oui, ça commence. En fait, 900, Charlemagne commet des exactions en Scandinavie.
pour essayer de convertir les païens. Et après, effectivement, les Vikings, qui sont d'excellents marins, commencent à envahir l'Angleterre et la France et viennent se venger principalement sur les édifices religieux. Et là, ils y trouvent des trésors. Toutes les thématiques vous intéressent ou surtout l'histoire? L'histoire, le patrimoine, que je ne connais pas essentiellement. En général, les villes nous convoquent, on rencontre l'historien local, on fait le tour du patrimoine. Et effectivement, ça nous permet d'améliorer notre culture générale puis de prendre du plaisir à des choses nouvelles. Alors, l'idée, c'est à la fois d'allier votre collection, donc, à la curiosité, à l'apprentissage et à la transmission. Tout à fait. Il y a ces trois volets. Oui, tout à fait. Ils sortent combien de thématiques par an? Justement, avant, on avait le temps d'acquérir une collection, parce qu'une collection sortait en 1974, en 1984, vous l'aviez encore, 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça va très très vite. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent sortir une vingtaine de thématiques par an, mais très rapidement, ça va changer de série. Donc ça veut dire qu'il faut aller très vite pour repérer le potentiel d'une collection. Alors ça nous est arrivé sur des invasions mongoles en Chine, où j'ai eu le réflexe d'acheter des séries qui n'intéressaient personne. Et les séries qui ne fonctionnent pas valent plus cher que les séries qui fonctionnent, bien évidemment, parce qu'il y a une rareté qui s'inscrit. Et ces personnages que j'ai achetés à 1,70 €, qui sont des cavaliers mongols, s'échangent peut-être à 25 € pièce aujourd'hui. Quelle est la série la plus onéreuse que vous ayez acquis? C'est notre thème de prédilection, ça reste le médiéval. Allez, on avance. Donc, votre dernière réalisation, c'est une thématique autour de Noël? Oui. Donc là, on voit un village de Noël. Le marché de Noël, les manèges, la patinoire avec des enfants. Et puis il y a l'atelier du Père Noël avec les lutins aussi. Ils sont en train de préparer. Ah oui! En train de préparer les jouets. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes restés de grands enfants tous les deux? Ah oui, on peut le dire. On a détourné un petit peu le jeu d'enfant, mais on a quand même, je pense, gardé une âme d'enfant, parce que ce qu'on aime avant tout, c'est raconter des histoires, et en même temps... Vous les utilisez, c'est un outil pédagogique. Voilà. Alors, par exemple, là, cette incroyable bataille terrestre, alors il s'agit de quoi, là? C'est l'Angleterre qui va être défendue par une armée anglaise. Donc vous avez deux blocs de vikings, vous avez une armée ici. En noir, au centre, c'est une armée anglaise. Et puis là, vous avez une deuxième armée viking qui prend un revers. Donc là, il y a combien de figurines, là? Alors là, j'ai dû mettre à peu près 6 ou 7 000 figurines. Les Vikings sont beaucoup plus nombreux, apparemment. Les Vikings sont plus nombreux, oui, parce que l'Angleterre, à l'époque, c'est très peu d'habitants. La France est déjà très peuplée en 900, mais l'Angleterre, c'est pas le cas du tout. Ça s'est prolongé sur combien d'années, les invasions vikings? Oh, ça... Une centaine d'années. Ouais, puis après, on les a établis en Normandie, hein, parce qu'on n'en venait pas à bout, quoi. On va se diriger vers la cathédrale. Donc l'idée, c'est qu'on pénètre à l'intérieur pour se rendre compte de ce qui se passait au moment où Paris était assiégé. L'aristocratie se réfugiait à l'intérieur de la cathédrale. La noblesse, le tiers-état, le clergé. Elle va mesurer combien, là, la cathédrale? Elle fait 8,50 m sur plus de 3 mètres de profondeur, 1,50 m de haut. Et elle est entourée de ses fortifications sur 25 mètres linéaires. Donc c'est déjà de la très grosse mise en scène. Comment on procède pour assembler deux pièces? Il suffit de clipser, voilà. Vous faites une pression. Un jeu d'enfant? Un jeu d'enfant, mais c'est dur quand même. Non, c'est... Voilà. Et là, il y a combien de petites pièces comme ça pour réaliser une structure semblable? Il y a 80 000 pièces. 80 000 pièces, donc vous dites que ça vous prend combien de temps pour... Là, j'ai mis plus d'1 mois pour la concevoir. À raison de combien d'heures 5-6 heures par jour. Moi, par contre, c'est vrai qu'il y a des périodes où je vais faire de la construction pendant 1 mois, 1 mois et demi à fond. Puis après, hop, j'ai besoin de me changer l'esprit, je vais faire autre chose. Alors, ça suppose qu'avant de vous lancer dans la construction d'un édifice comme celui-ci, vous ayez dessiné des plans. Alors, pour faire ce type de bâtiment, je suis dans mon élément, c'est-à-dire que je deviens une machine, je construis. Et en construction, je peux faire n'importe quoi. Ça suppose d'être maniaque, de ranger les petits trucs comme ça bien, de prendre le risque qu'il y ait un effet domino et que tout se casse la figure. C'est ça, tout à fait. C'est rien, je la mettrai, ne vous inquiétez pas. C'est le souci quand certaines personnes me disent, si tu veux, je vais te donner un coup de main. C'est que ça paraît simple à poser, mais en fait, il faut être très, très maniaque pour faire ce type de reconstitution. Parce que sinon, les gens qui viennent la découvrir se disent, voilà, ça a été posé n'importe comment. Est-ce que vous savez combien
de figurines ont été produites depuis 1974. De figurines différentes? Oui. Je dirais dans les 3700, 3800 peut-être. Ah oui, non, alors moi je vais vous parler du nombre total. Ah oui, on est proche de 3 milliards, on est à 2 milliards 700. 2,7 milliards, exactement. 2,7 milliards Donc, vous voyez, de figurines. En fait, j'en possède peu. Oui. À combien vous estimez ce champ de bataille, Harold? Alors, une figurine comme ça, d'occasion, on achète ça, quoi, 5 €? Un chevalier, c'est 5, et puis une figurine, c'est plutôt 2. Ouais. Il est bon en maths, faites gaffe, parce qu'il est super bon en maths. Pour 15 000 €? 20 000, on va dire, 20 000. sur un petit plateau comme ça. Ouais. C'est dommage que Julien Cohen ne soit pas avec nous, parce que lui, qui a le sens de la démesure, ça l'aurait amusé. Il aurait commandé une pièce à son effigie, déjà. Une figurine avec des lunettes bleues, immanquablement. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé. Ah, vous n'avez pas trouvé? Oui, ça n'existe pas encore. Bon, voilà. C'est drôle. Bon, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous. Moi, je suis très, très impressionnée, parce que je n'aurais jamais la patience d'avoir ce genre de passe-temps. Et puis je trouve que cette approche de l'histoire, avec cette volonté de transmettre avec une pédagogie différente, je trouve ça formidable. Donc merci beaucoup. Et bravo. Merci. Nous en faisons des kilomètres dans cette émission à la rencontre de collectionneurs fous. Parfois, on franchit des frontières puisque nous sommes ici en Belgique, entre Bruxelles et Liège, dans un petit village qui s'appelle Anu. Et à Anu, on va rencontrer Yvette. Yvette va nous permettre de découvrir l'univers de la boxophilie. Ça veut dire qu'Yvette collectionne des boîtes. Alors on va vous offrir ce spectacle, comme dirait Harold, épatant, éblouissant. Allez-y Harold, je vous emboîte le pas. C'est drôle? Waouh! Oups. Attention à la tête, on déambule dans un univers incroyable de boîtes. Il y en a partout, dans des pièces en haut, dans des pièces en bas, dans toutes ces pièces de ce vieux moulin. Des grandes boîtes, des petites boîtes, des boîtes en forme de cœur. Et qui a fait cette collection incroyable de boîtes? 60 000 boîtes environ. C'est Yvette. Je ne veux pas dépasser ce chiffre. Ah, 60 000, c'est le... Vous vous arrêtez Je là. ne pourrais pas pousser les murs. Et c'est ça parce que ça occupe combien de pièces dans ce moulin? Toutes les pièces du rez-de-chaussée et des pièces du second. Pourquoi une collection de boîtes? Ça vous est arrivé comment? Un pur hasard. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez une âme de collectionneuse ou elle s'est révélée au contact des boîtes? Pas vraiment une âme de collectionneuse, mais je suis attachée à l'objet. Le point commun entre toutes ces boîtes, c'est qu'elles sont en fer? Elles sont en fer blanc. En fer lithographié. Lithographiées. Voilà, parce qu'elles ont un décor. Depuis quand on a affaire à des boîtes illustrées? La première, c'est la Ben George. Je crois que je l'ai ici, près de moi. C'est le milieu du 19e siècle. C'est autour des années... 1868. 1868, voilà, exactement. C'est la date traditionnellement retenue pour la première boîte en tôle de fer imprimée avec une impression lithographique. La lithographie, vous connaissez, ça a été inventé à la fin du XVIIIe siècle pour imprimer des papiers. Mais à partir du milieu du XIXe siècle, on invente un nouveau procédé pour faire une impression lithographique sur métal. On est où là, en Ici, Angleterre? vous reconnaissez les armoiries de la famille royale d'Angleterre. Au centre, un décor assez riche, comme on aimait à cette époque-là. Et c'est une boîte de biscuits, comme souvent, puisque les premières boîtes en fer lithographié sont des boîtes de biscuits. Les biscuitiers ont largement contribué au développement de la boîte en fer. Oui, ce sont les marins qui ont inventé ces boîtes en fer pour pouvoir conserver des biscuits à bord des navires dans des bonnes conditions, puisque le métal va protéger des insectes, de l'humidité. Des rongeurs. Des rongeurs. C'est un mode de transport très pratique pour les biscuits dans la marine. Quelle a été votre première boîte? La première, c'est celle qui est ici derrière moi. J'ai peur de faire tomber, c'est celle-ci. Alors là, c'était quand ça? C'est une boîte des années 50. Il y a une trentaine d'années, un conteneur était installé dans le village et tout le monde allait jeter tout ce qu'il ne voulait pas garder. Ouais. Et moi, j'allais voir ce qu'il y avait. Et entre autres, j'ai récupéré cette boîte dans laquelle il y avait des photos de la belle famille. Donc j'étais contente
De votre belle famille? Oui, les parents de mon mari. D'accord. Il était d'accord, votre mari, avec votre collection de boîtes? Il a respecté à chaque étape, mais il a fini par s'en accommoder. J'imagine. Alors, donc ça, c'était une boîte destinée... De chocolat belge, évidemment. À recevoir des chocolats. À partir de la fin du 19e siècle, au moment de Noël, on va créer des boîtes un petit peu plus amusantes, des boîtes fantaisie. Et là, tout est permis et tous les décors vont être utilisés. Et on va voir dans votre musée des choses extraordinaires. Alors, vous les avez classés par thème, j'imagine? Par thème. D'accord. Au début, j'ai pensé aux boîtes rondes et carrées. Ouais. Ah oui, là, vous auriez été embêté, quand même. Derrière vous, Yvette, vous avez des choses qui sont particulièrement sophistiquées, avec des décors polychromes, Ouais, elles sont belles, là, avec les des éléphants, là. des personnages orientaux. Elles sont très belles, celles-ci. On est autour de la fin du 19e siècle, à l'époque de l'Empire colonial, Ouais. avec des évocations un petit peu plus exotiques. Est-ce qu'elles viennent de plusieurs pays? En général, j'en ai de tous les pays. J'ai déjà commencé chouette, une celle-ci. liste à compléter, ma foi. De tous les pays? Vous avez des araignées. Regardez. Vous faites pas trop la poussière ici, hein? Impossible. Ça vous a pris 30 ans pour constituer cette collection, mais ça veut dire quoi? Que tous les jours, vous achetiez quelque chose? Que vous alliez faire les encombrants? J'en achetais à l'époque en moyenne 10 par jour. Oui. Ça, c'était le début, plein de folie. Ben, il faut dire que vous êtes la plus grande collectionneuse au monde. Il semblerait. Ben oui, c'est exact. Ça vous fait quoi de vous dire ça? Je préfère l'entendre dire que d'en parler moi-même. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente en termes de valeur, cette collection? 60 000 boîtes de toutes les époques et de tous les pays. Prenez 60 000 boîtes à 1 euro. Oh, ça vaut un peu plus. C'est selon le cas, Oui, je pense. les boîtes, on peut les acheter peut-être entre 10 et 150 euros, 200 euros. Tout dépend de quelle boîte vous parlez. Les boîtes jouets, qu'on le veuille ou non, le jouet est très prisé. Oui, Tout dépend de l'amateur. oui. C'est quand même extraordinaire. Vous avez des boîtes en forme de vase, en forme de lampion, en forme de commode, en forme de tirelire, en forme de livre, des boîtes pour la gouache. Il y a des boîtes à biscuits. À café, à thé, à cacao, Oui. D'accord. des boîtes à sardines, des boîtes à moutarde, des boîtes à cigares, des boîtes à tartines. Ça, c'était une boîte pourquoi? Pour peser. Ah oui, donc c'est pas une boîte pour ranger des biscuits, ça. Ah si, il y avait Si. des biscuits dedans, bien sûr. Ah Des- oui. C'est double usage. Il y a un bateau, là, que je vous montrerai. Ah, Ah bah, un on va aller bateau. voir ça. On va aller voir ça. C'est tout droit, on avance. Par là. Elle est ici. Ah oui, elle est particulièrement originale. Alors, celle-ci abritait quoi? Des friandises, lesquelles exactement, je ne sais pas. Elle est chouette. Donc il y a un petit couvercle à charnière sur le dessus. Ici, oui. On ouvre. J'évite d'ouvrir. Ah, Elle date de quand? Elle commémore le coup d'Agadir, donc après 1900. C'est une canonnière prussienne aux couleurs de la Oui. Prusse ici. Ça, c'est une des plus chères. C'est-à-dire qu'une boîte comme C'est ça, une boîte rare. elle est. elle oui. vaut combien, par exemple, qu'on ait une idée des prix? Tout ce qu'on veut, ce que la personne amateur veut bien donner, c'est vraiment la passion qui amène l'exagération sans limite. Plusieurs centaines d'euros. Peut-être même un peu plus. Est-ce que de faire une collection de boîtes comme ça, à travers les époques et les âges, c'est une manière de se passionner pour l'histoire? Ah, je dois dire que l'histoire, je n'aimais pas spécialement, mais depuis qu'il y a les boîtes, j'aime bien. La boîte me cause, me parle. Des fois de la petite histoire, des fois de la grande histoire, c'est selon le cas. Il y a plusieurs pièces ici, mais pas que. Vous avez d'autres boîtes. Il y a 4 bâtiments pas mitoyens, mais à la queue leu quand même. C'est ouvert au public? Sur rendez-vous. Et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette collection? Ça me pose souvent la question. Il est bien tard pour que j'y songe. Et il faudrait vraiment mettre quelque chose en œuvre, je ne sais pas quoi. Mais c'est un peu dur d'abandonner ses enfants, si vous voulez. Oui. Mais vous aimeriez que ça devienne un musée? Mais il faudrait, mais c'est assez difficile à mettre en route. Puisqu'on parle de l'avenir, il y a une boîte que je trouve absolument extraordinaire. C'est la boîte de l'an 2000. C'est une boîte qui date des années De 1900. Et en 1900, on imaginait l'an 2000. Et alors, c'est absolument formidable. Regardez comment est-ce qu'on imaginait l'an 2000. On imaginait des transports aériens, vous voyez, une cabine comme ça qui vole, enfin, des moyens de transport absolument extravagants.
Le développement de la presse avec des trompettes qui diffusent des nouvelles tout autour Les trompettes de la renommée. Les trompettes de la renommée. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Au milieu du 19e siècle, les fabricants se sont mis à les illustrer et les gens, au lieu de les jeter, ont gardé les boîtes métalliques pour les réutiliser. Donc une boîte à sucre se transformait en boîte à biscuits chez les gens. C'est comme ça qu'on a conservé toutes ces boîtes qui n'avaient pas une très grande valeur à l'origine. C'était quelque chose pour... Mais disons que la main-d'œuvre n'était pas la même au début. Exactement. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué. Enfin, aujourd'hui, ça coûterait très cher à fabriquer une boîte comme ça. Et ces boîtes étaient tellement commodes qu'on les a gardées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en trouve dans les brocantes. On en trouve même assez facilement. Alors après, on n'en trouve pas toujours des très belles. Celle-là, elle est presque russe. C'est joli. Dans quel pays on a fabriqué les plus belles boîtes? À mon avis, l'Angleterre suivie de la France. Mais l'Angleterre a franchement excellé dans la production de boîtes. Ah oui. De quelle boîte êtes-vous la plus fière, Yvette? Je les aime toutes. Après la Seconde Guerre mondiale, les boîtes en métal vont un petit peu disparaître. Oui, ce sera plutôt le carton qui remplacera. Le carton et puis le plastique qui va arriver dans les années 60-70. Et un peu l'aluminium. Et un peu l'aluminium. Donc alors vous ne vendez rien? Non, jamais. Il m'est même arrivé d'acheter 2 boîtes pour que quelqu'un d'autre ne l'achète pas. Ah oui, pour être la seule à l'avoir. Je vois qu'il y a des numéros. Chaque boîte a un numéro d'ordre, c'est l'ordre d'arrivée. C'est comme ça que je sais d'ailleurs combien on en a. Oui. Par exemple, celle-ci 960. C'est la 960e boîte. Oui. D'accord, c'est drôle. Et celle-ci La 59 361e. Ah, c'est l'une des dernières, celle-ci. Hein, parce qu'il y en a près de 60 000. C'est une boîte à quoi d'ailleurs, ça? Une boîte à biscuits. Toujours des biscuits. Toujours biscuits. D'accord. Est-ce que votre mari, parfois, vous mettez en boîte? Non, mais il avait dit à un entrepreneur de pompes funèbres, quand elle mourra, tu mettras sur sa caisse sa dernière boîte. J'ai pas osé la faire, celle-ci, mais c'est j'y l'humour ai belge. pensé. C'est l'humour belge. C'est un plaisir, en tout cas, d'avoir découvert cette collection. J'espère que vous, chez vous, vous avez été éblouis par cet univers de boîtes. Je ne l'imaginais pas aussi volumineux. Ah bah pourtant il l'est, hein, je vous le confirme. Merci Yvette de nous avoir reçus chez vous et de nous avoir fait découvrir votre univers incroyable. Et merci bravo. à vous. Merci beaucoup. On est en train de vous faire le remake d'Anne James Bond. Vous vous souvenez d'Ursula Andress sortant des flots? Eh bien, nous voilà. Roger Moore, Ursula Andress, tout petit peu plus habillée puisqu'on est à la veille des fêtes de Noël. Alors, on respire l'iode et l'air marin. Nous sommes à Anglette, au Pays Basque, entre Biarritz et Bayonne. Et on va rencontrer un collectionneur de surf. Robert Rabani, le pape du surf ici à Anglette. On va le rencontrer tout de suite et vous présenter sa collection. Bonjour Robert. Bonjour Robert. Alors nous, on avait l'occasion de se croiser il y a 30 ans. Ici d'ailleurs, hein, puisque Robert organisait déjà des compétitions de surf. Alors on est ici chez vous où vous allez nous parler de cette passion du surf qui vous dévore depuis quand? J'avais 14 ans. Ouais. J'en ai 63, vous voyez, ça fait un petit moment. Vous êtes originaire d'ici? Oui. Et, tous ceux qui sont ici, c'est l'océan. Au Pays Basque, on est riche de spots. D'ailleurs, au début, vous sachez quand même qu'ici, c'est Peter Wirtel qui est arrivé, qui est un scénariste américain qui a vu les vagues. Et il dit, oh, il y a des vagues. Il a rapatrié une planche de Californie et c'est comme ça que sont nés les fameux tontons surfeurs, Joël Doronet, Joe Moraes et toute l'équipe, Claude Durcudoy. C'est-à-dire ce sont les premiers précurseurs. Les pionniers Les pionniers. ici à Biarritz. Tout à fait.
Alors, vous êtes l'un des plus grands collectionneurs de planches de surf. À partir de quel âge vous avez commencé à les collectionner, ces planches? Alors moi, c'est simple. D'ailleurs, j'ai mes premières planches qui sont devant là. J'ai commencé à surfer à l'âge de 14 ans et je revendais pas mes planches. J'ai une maladie, je suis collectionneur, je revendais pas mes planches. Et on était très peu à déjà collectionner les fameuses roses barlan. C'était ce qu'on appelait des troncs. À l'époque, vous surfiez sur quoi? Alors nous, on surfait sur des grandes planches et après, on est venu à des planches beaucoup plus courtes, des twin fins, c'est-à-dire une dérive. Et là, ça a été une autre évolution. Parce qu'avant, il n'y avait pas de dérive. Ah oui, mais là, on remonte loin. Alors, vous n'avez pas connu ça? Non. Non. L'origine du surf, c'est des Polynésiens, 300 ans après Jésus-Christ, qui ont émigré et sont arrivés à Hawaï. Oui. Et alors là, les chefs des tribus à l'époque, ils surfaient, mais avec des troncs qui faisaient 5 mètres de long. Oui, qui faisaient 300 kilos et bien plus. Et au début, c'était des choses rituelles qui faisaient partie de la vie des villages. C'était pas encore un sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et au XVIIIe siècle, James Cook, le marin anglais, est sans doute le premier Européen à découvrir le surf. Tout à fait. Mais après, les colons se sont battus pour que les surfeurs arrêtent de surfer. Effectivement, au 19e siècle, le surf disparaît pratiquement et puis on le redécouvre à la toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et notamment grâce à Jack London. Jack London, un écrivain voyageur qui est allé à Hawaï et puis il a parlé du surf et le surf va devenir un petit peu populaire au début du 20e siècle. À l'époque, Robert, vous partiez dans le monde entier à la recherche de planches de surf avec votre épouse. Tout à fait. Vous préfériez acheter des planches qu'une machine à laver, par exemple? Ben oui, je donnais à laver le linge à ma mère encore, parce que tout l'argent, on le mettait dans les planches. À Hawaï, j'arrivais là-bas, pouf, j'essayais de chercher, où c'est qu'il y a des planches, des trucs, des vieilles, là. Malibu, il y avait 2 vieux bars, t'avais des planches accrochées comme ça. Les mecs, ils faisaient même pas attention. Donc moi, j'essayais là-bas de voir les collectionneurs, tout. Mais le plus dur, c'était pas d'acheter les planches. Le plus dur, c'était de les ramener dans l'avion. Ah ouais. C'était quand même une angoisse, parce qu'à chaque fois, on amenait 5-6. Une planche de surf, ça mesure combien? Alors, ça peut mesurer 3 mètres. Ouais. Et puis maintenant, il y en a des plus grandes, comme le gun qui est là-bas. Les guns, ce sont des planches où ils vont surfer les très, très grosses vagues, comme à Waimea et tout ça. Donc ça, c'est des planches qui sont grandes. Maintenant, vous avez un autre surf qui s'est développé, c'est le surf tracté. Et le surf tracté, ce sont des petites planches. Vous mettez les pieds dans le fustrap et vous êtes tracté par un jet ski. Presque comme du ski nautique, c'est-à-dire qu'il vous emmène au large pour aller pour attaquer. rattraper la houle. Mais là, c'est des vagues de 20 mètres. Là. Ah oui, là, c'est des vagues de 20 mètres. C'est combien d'étages d'immeubles? Regardez en face, ça va. C'est facilement 4 étages. Là, c'est 20 mètres? Ouais. Mais on n'y va pas comme ça, attention. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le surf est sport de haut niveau et on en est fier. Il est rentré aux Jeux Olympiques. Mais oui, cet été à Tokyo, c'est la première fois que le surf a été reconnu discipline olympique. Alors, Robert, un point sur votre collection, vous avez combien de planches? 300. L'une de vos premières planches, c'est celle-ci. Alors non, c'est pas l'une des premières, c'est la plus belle. C'est celle qui a le plus de valeur. Cette planche est une planche en bois rouge qui a été faite par Dave Velzy. À l'époque, il n'y avait pas de dérive. Donc, on surfait comme ça, avec le pied, c'était la dérive. Ah, on surfait avec le pied qui traînait dans la mer. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est une Delvelzy. Avant la dérive. Tout à fait. En fait, Delvelzy, c'est le premier qui a ouvert des magasins pour commercialiser des planches de surf. Avant lui, les fabricants de surf, c'était plus de l'artisanat. On faisait une ou deux planches. Tom Blake. Voilà. Et lui a vraiment ouvert des magasins et créé une petite industrie. Tout à fait. Et celui qui a mis la première dérive, il s'appelle Tom Blake. Il a pris une dérive en fer comme ça qu'il avait récupéré d'un bateau et il l'a mis dessous. Et là, il s'est aperçu qu'évidemment, avec la dérive, c'est plus facile, on pouvait diriger la planche. C'était quand ça, oui? 1930. Mais les premières, avant ça, c'est ceci. C'est le planking. Ah, une petite planche recourbée au bout, toute simple. Comme ceci, là, on prenait les vagues et on partait, on suivait les vagues. C'était ça. Après, il y a eu le surf. Et là, ça a commencé. L'évolution de la composition des planches. Alors, on a vu la première planche en bois,
s'en dérive. Après, on est passé à quel moment dans des Oui, mais planches? alors c'est dans les années 30, parce que là-bas, c'est une planche pleine. Elle est en bois plein. Et après, ils ont commencé à enlever l'intérieur, le bois, ce qui est celle-là là-haut, c'est léger. C'est du balsa, non? On utilise beaucoup de balsa, qui est un bois très léger. Mais c'est creusé à l'intérieur. Oui. Ça a été déjà une évolution. Hein. Ouais. Et après, les années 40, ils ont commencé à faire des planches moulées. C'est le polyester. Alors là, ça a commencé. C'est de la mousse recouverte de résine. Et évidemment, ça n'a rien à voir donc avec le... Voilà. Ça n'a rien à voir. Elle date des années 60. Alors celle-là, elle date... Vous avez la date ici. Ah bah 63. Voilà. Alors après, les années 60, ça a beaucoup évolué. On a des matériaux de plus en plus légers. Oui, puis on a raccourci les planches. Là, elle mesure combien, là, dans les années 60? Celle-là, elle me fait 2 mètres 70. Elle n'est pas plus petite que celle en bois? Non, mais c'est beaucoup plus léger, ça. D'accord. Alors, le seul problème, on ne savait pas trop au début comment les réparer. Ouais. Donc, l'eau rentrait dedans. Ouais. Donc, on les faisait sécher au soleil et c'était quelque chose. À partir de quand elles ont vraiment raccourci? Ben voilà, donc il y a eu la période de ce qu'on appelle des 60s, des longboards. Et après, voilà, on a shapé dans des longboards des petites planches. Et voilà, ça veut dire qu'on a façonné, découpé là-dedans, ouais. Et on a fait les planches plus petites. Pourquoi? C'est quoi l'avantage? L'avantage, d'abord, c'est plus léger, et 2, on peut beaucoup plus bien manœuvrer. D'accord. C'est-à-dire que là, on arrivait à faire des rollers. Le roller est un virage en haut de la vague. Le cutback est un virage en bas de la vague. Et avec ça, on y arrivait. Donc plus les planches sont petites, plus elles sont maniables. Robert, on va détailler toutes ces photos-là. Oui, alors ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, qui est ce monsieur? Ah, ça, c'est un très, très grand personnage. C'est Duke Kahanamoku. Tout à fait. The Duke, c'est lui qui a sa statue à Hawaï, et en fait, c'est lui qui a lancé le surf. Donc, c'est un Hawaïen? Au début du XXe siècle. Tout à fait. Et c'est surtout... un champion olympique. Bravo. Un champion olympique de natation. Ah bon. Oui. Et quand même, cette planche que vous voyez là, c'est cette planche qui est là. Ah, celle-ci. Voilà. Et donc, effectivement, elle était à l'aise pour dans les grosses vagues. Il était à l'aise. Et à l'époque, il n'y avait pas de leash. Hein. C'est-à-dire le fil à la patte qui relie. C'est ça. Et il n'y en avait pas. Donc, vous voyez, les garçons sportifs comme ils étaient et tout, parce qu'ils revenaient à la nage. Hein. Et alors, Robert, là, derrière, je crois que j'ai reconnu Kelly Slater. Tout à fait. Kelly Slater, c'est un des plus grands champions du monde. Ouais, 11 fois champion du monde. 11 fois champion du monde. Il a été champion du monde, je crois, la première fois à 20 ans, en 92. Enfin, une carrière extraordinaire. Vous êtes une bible, en Mais non, mais c'est surtout qu'il a joué dans Alerte à Malibu. Tout à fait. C'est pour ça. Alors, selon vous, le plus grand surfeur de tous les temps? Ah, alors là, le plus grand surfeur de tous les temps, il n'y en a qu'un. Ouais. C'est monsieur Laird Hamilton, qui a dompté une vague mondialement connue à Tahiti. Et Laird Hamilton, il a fait la doublure de quel film? James Bond. Non, mais pas loin. Point Break. Quand ils prennent la grosse vague. Point Break. Voilà. C'est lui qui a fait la doublure. Ah, ouais, d'accord. C'est un surfeur pauvre. Mais il est toujours en vie? Oh, oui, il a la cinquantaine. Hein. Ah oui, d'accord. Donc il surfe toujours, il fait toujours des compétitions. Mais il ne vit que pour ça. D'accord. Nous, on vit surf, on écoute la musique surf, on mange surf. Vous dites, on écoute de la musique surf. C'est quoi, la musique des années 70 californienne? C'est les Beach Boys. Les Beach Bah Boys. oui, évidemment. Voilà, les Beach Boys. Évidemment. Alors, là aussi, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il y a le surf, mais il y a la musique aussi. Il y a la culture, l'habillement, les vêtements. Vous êtes habillé comme un surfeur. Tout à fait. Là. Et tout à fait. Alors, on va revenir à vos planches. Oui. On aimerait bien avoir une idée des prix qu'elle coûte. La plus chère aujourd'hui. Alors, c'est la première qu'on a vue, je crois. c'est là-bas. Elle peut atteindre combien? Celle-là, aux États-Unis, elle peut atteindre entre 30 et 40 000 euros. Quand même. Ah ouais. Oui. Alors c'est un marché un petit peu particulier parce qu'on en Non, voit quasiment jamais en salle des ventes. Non, mais ça commence. Vous êtes prêt à dépenser combien pour une planche? Entre 1 500 euros et 2 000 euros. Ouais. Mais vous les revendrez pas, vos planches? Ah non, moi, non, c'est interdit, je vends rien. Non, moi, toutes ces planches,
seront offertes et dans un musée. Vous en achetez tous les combien des planches? Toutes les semaines, tous Non, les mais mois? quand j'ai des occasions, les gens ils viennent me dire ah ben tiens regarde j'ai ça. Alors il y en a aussi qu'on m'a donné parce qu'on sait que je suis un passionné. Et après il y en a d'autres qui viennent pour me les vendre, mais je connais, je sais la cote quoi. On a vu la planche la plus ancienne. Quelle est la plus récente? Ah là là, attention celle-là. Alors celle-là, c'est la planche avant Kelly Slater. Celui qui a été l'un des plusieurs fois champion du monde, il s'appelle Mark Richard. Voilà, c'est ça. Et alors ça, ces planches, tu les prends, tu les lèves comme ça. Hein. Tellement elles sont légères. Ah ouais, elles sont légères, c'est impressionnant. Alors, vous diriez quoi, vous, Robert, que le surf, c'est l'œuvre de votre vie? La promotion du surf? Moi, j'ai porté ma petite pierre à l'édifice comme tout le monde. J'ai essayé de transmettre ce que nous ont appris nos anciens, des valeurs. Ouais. Et je crois que ça, c'est très, très important. Quelles sont les vôtres? C'est transmettre, je vous les ai dit aux jeunes, c'est prendre soin de l'océan, c'est leur apprendre qu'il y a des règles dans le milieu du surf. Et ensuite, avant tout, quand on est surfeur, on est surtout un Saint-Bernard de la mer. Les surfeurs vont sauver énormément de gens parce que ce sont des très bons nageurs. Ouais. Aujourd'hui, il y en a un qui meurt d'envie d'essayer, qui n'en a jamais fait. Il adore essayer tout ce qu'on fait. C'est une très bonne condition. Bon, je vais vous laisser essayer tout seul. Eh bien, on y va. Montrez-moi une combinaison et on y va. Merci beaucoup, Robert. Mais je vous en prie. On va goûter des chipirones maintenant. Nous poursuivons notre tour de France pour découvrir de nouveaux collectionneurs. Et alors là, on est dans un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe, juste de l'autre côté du Rhône. Et nous allons rencontrer François. Alors François est gazétophiliste qui collectionne les journaux. C'est complètement extraordinaire. Allez, on va aller le rencontrer et découvrir sa collection. Vous me suivez? Ah oui, d'accord. Énorme. Bonjour François. Bonjour Sophie, bonjour Harold. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Impressionnante collection. Vous les collectionnez depuis quand, ces journaux? Depuis 1979. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion? J'ai commencé peut-être vers les 8-9 ans à collectionner les timbres. Les journaux à l'époque étaient noirs et blancs, donc c'était pas très agréable. Et puis en faisant un voyage scolaire en 3e ou seconde en Allemagne, je suis tombé en extase devant un kiosque à Fribourg. Là, je suis tombé sur des journaux en langue turque, avec de la couleur, en arabe, en finlandais. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant, parce qu'un journal, qu'il soit destiné aux Allemands ou aux Français, il ne sera pas pareil. Des fois, les titres sont outranciers. C'est très représentatif du pays et des gens qui l'ont dans les mains, du public. Et puis, c'est le meilleur témoin de l'histoire. Ah oui. Le meilleur moyen de revisiter les événements historiques. Et puis, les paroles passent, les écrits restent. Alors, le journal sur support papier est apparu quand? Alors, en France, c'est la Gazette. Alors, la Gazette, c'est Théophraste Renaudot. Théophraste Renaudot, on connaît le prix Renaudot. Et bien voilà, et Théophraste Renaudot, c'est le premier journaliste en France qui fonde la Gazette en 1632. Et donc, c'est le journal le plus ancien et un journal qui a perduré jusqu'en 1915. Oui. Donc, c'est tout à fait étonnant. Il est dans son intégralité, là? Oui. Et donc c'était 4 pages. Il n'y avait que 4 pages, effectivement. Les premiers journaux qu'on imprime, ce sont des choses assez réduites, modestes. Et cette gazette, alors qu'est-ce qu'elle raconte, celle de 1633? Comme tous les journaux de l'époque, ça raconte ce qui s'est passé à l'autre bout du monde. Donc là, ça parle de Rome, ça parle de Darmstadt. Quand il y avait de l'intérêt, la Gazette, elle publiait ce qu'on appelle un extraordinaire.
Et là, c'est la bataille de Corbie. C'est un numéro spécial. Voilà, il y a le récit de la bataille. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Alors, c'est un ton satirique ou plutôt... Ah non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Non, mais c'est très pro le roi à l'époque. Oui. Oui. Pour la bonne et simple raison que pour publier un journal sous l'Ancien Régime, eh bien, il faut avoir un privilège royal, il faut avoir une approbation. Et donc, lorsqu'on a l'approbation du roi, on est censé écrire des choses qui vont dans le sens de sa politique. Le seul quotidien qui paraissait à Paris, le premier quotidien à paraître en France, il est sorti le 1er janvier 1777. Celui-là est intéressant parce que il annonce la naissance de Louis XVII. Ah oui. Donc là, il y a une nouvelle. Mais généralement, il n'y a pas de nouvelles et ça a tellement marqué le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles qu'on utilise un terme dans le journalisme de 2021 qui vient de ce journal. On annonçait chaque mois de septembre que les feuilles des marronniers... Les marronniers, bah voilà. Oui, mais ça vient on fait toujours le même sujet chaque année. Et bien là, c'était les vraies feuilles des marronniers qui tombaient. Donc c'est un vrai article, il a vraiment existé cet article sur les marronniers. 1631 pour le premier et 1777 le premier quotidien. Combien ça coûte ça? L'un des premiers... Il faut demander à Harold parce que je ne fais pas les ventes aux enchères. Donc... Non, et alors c'est vrai que les journaux, ça coûte pas très cher. Hormis quelques titres qui ont marqué l'actualité, on pense à J'accuse de Zola, tout le monde le recherche. Mais un journal du XVIIe siècle, ça peut se trouver pour quelques dizaines d'euros parfois. Ce sont des choses qu'on peut collectionner assez facilement. On parlait de J'accuse, alors c'était dans quel journal J'accuse? Dans l'Aurore. Dans l'Aurore, bien L'Aurore. sûr. Donc ça, j'imagine que ça vaut cher, ça. Alors effectivement. Un exemplaire d'un original. C'est recherché par les collectionneurs, tout va dépendre de l'État. 13 janvier 1898, Émile Zola en première page, lettre ouverte au président de la République pour contester la condamnation du capitaine Dreyfus qui avait été déporté à Cayenne en 1894, donc sur un fond d'antisémitisme très violent. Et Émile Zola, dans une lettre ouverte restée très célèbre, dénonce ce procès particulièrement injuste. Et aujourd'hui, cet exemplaire est particulièrement recherché par les collectionneurs. Donc ça vaut... Généralement, ça se vend entre 3 et 5 000 euros. C'est particulièrement collectionné. Ce J'accuse est surtout important parce que la France était très très anti-dreyfusarde. Il y a un autre exemplaire qui doit être par là-bas. C'est le plus gros tirage de la presse hebdomadaire. Le titre, c'est Le Traître. C'était très courageux de la part de Zola. Vous avez combien de titres? Alors de titres différents, ça veut dire vraiment de titres différents, il y en a 26 500 à peu près. Et de journaux? D'exemplaires de journaux? Un peu plus de 100 000. Un peu plus de 100 000. C'est difficile à conserver tous ces journaux? Alors j'ai une formation d'archiviste, donc je sais qu'il faut une certaine température, je sais qu'il ne faut pas de lumière. Les premiers journaux étaient sur papier chiffon, donc ce sont des journaux qui, après 400 ans, sont encore nickel. L'encre qu'on utilisait était une encre naturelle, donc le journal ne s'autodétruit pas. Ça a duré jusque dans les années 1860. Après, on a utilisé beaucoup plus de bois, de pâte à bois, et ce sont des journaux qui sont devenus vite cassants, vieillissants, et qui s'émiettent très facilement et de façon tragique. Dans les années 1920, on est passé à nouveau à une presse mêlant plus de chiffon et de pâte moins cassante. Et dans les années 70-80, là, l'encre était beaucoup trop acidulée, donc les journaux ont eu une autodestruction à l'intérieur du papier même. Et depuis les années 2000-2010, on a des journaux qui sont beaucoup plus blancs. Est-ce que vous êtes sollicité pour cette collection? Oui, très régulièrement. Et pour faire quoi? C'est plutôt pour des expositions. Là, à Vienne, j'ai fait une exposition sur l'homme sur la Lune. Donc il y avait une soixantaine de journaux, dont ce célèbre Un pas de géant pour l'humanité. Bien sûr. C'est un journal canadien. Quand il se passe un événement dans un pays, j'ai l'événement par le pays. Par exemple? J'ai le journal de la veille de la mort de Kennedy. C'est le journal du 21 novembre. Et donc on annonce que ça y est, il arrive Kennedy et qu'il va faire une tournée et on donne le plan du circuit qu'il va faire. Donc l'assassin, Lee Harvey Oswald, il avait juste à regarder quasiment le plan. C'était assez suicidaire de l'annoncer de cette façon. Quel est le plus petit journal que vous ayez? Parce que ça va du plus petit au plus grand. Et alors, le plus petit, il est là. Alors, un exemplaire ça, là et c'est puis un journal? Oui, c'est un journal. Et qu'est-ce que ça raconte alors? Il est brésilien, donc il est en portugais. Et ça s'appelle comment? Fossa Senhora. Pourquoi si petit?
Le journaliste qui l'a créé disait qu'il avait envie de lire son journal n'importe où, sans que les voisins arrivent à lire ce qu'il y avait dessus. Mais il paraît toujours, on peut s'abonner à ce journal. Et le plus grand alors? Alors le plus grand, il y a les Belges. Hein. Ah oui. Tiens, je vous redonne le petit, là, il ne faut pas le perdre. Il faut être plusieurs pour le déplier. C'est Et Volk. Le peuple. Voilà. Donc il fait 1 mètre de haut. C'est un numéro spécial ou c'est... Oui, ça est un numéro spécial, mais il y a eu plusieurs numéros. Ah bon? Et ça, c'est pour le 100e anniversaire. Bon. Mais le journal quotidien n'a pas cette dimension? Non. D'accord. Donc le plus grand du monde, il fait quoi? Il fait 1 mètre de haut à peu près? Oui, je crois qu'il fait 1m24 sur 1m2 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Bon, pas besoin de lunettes pour le lire. Oui. Bon, impressionnant. Donc ça, c'est le plus grand. Curiosité. Toujours dans les trucs bizarres, il y a celui-là, qui est mon préféré. C'est votre préféré, ça? Alors ça, c'est un journal hollandais, qui est un quotidien, qui paraît tous les jours. C'est un numéro de mars 99. Et ce journal s'appelle le Dagblad zonder nieuws, qui veut dire le quotidien sans nouvelles. Ah, ben c'est ça, il est tout blanc. Voilà. Donc, j'adore. Tous les jours, les gens recevaient cela dans la boîte aux lettres. Et avaient... Et c'est quoi? C'est juste pour la blague? Oui, pour l'anticonformisme. D'accord. Donc c'est sur abonnement? Donc il y a des gens qui payent pour recevoir du papier. Et ils sont jamais mécontents. J'imagine. Ils sont toujours d'accord. Tous les jours. Vous savez pourquoi on dit coquille? Non. Ah non? Au départ, il y avait un célèbre article où on parlait de faire des œufs et que l'on devait surtout faire attention à ne pas casser la coquille. Et le typographe a oublié la lettre Q. Si on oublie une lettre, ça peut changer le mot coquille. Vous en achetez tous les jours? Oui, là en ce moment, oui. C'est-à-dire tous les soirs vous regardez sur Internet? Oui. Vous y consacrez combien de temps à cette recherche par jour? Tout dépend, ça peut être plusieurs heures ou ça peut être quelques minutes. À combien vous l'estimez, votre collection? Environ. C'est toujours le problème de savoir combien vaut un journal. Tout à l'heure, Harold a dit qu'un journal, ça peut être pas cher, ça peut être très cher, ça dépasserait les 500 000 €. Vous en recevez tous les jours par la poste? Oui, mon postier, je suis assez connu. Des fois, les gens mettent pas mon nom et ça arrive quand même. C'est la plus grande collection au monde. De loin, de loin. Ce que j'aime bien, c'est étonner les gens. En Inde, par exemple, les journaux sont vendus par terre. Et en Inde, il y a 400 longues à peu près. Et donc, je dis, je veux 3 exemplaires comme ça, 2 comme ça, 1 comme ça. Puis au bout d'un moment, il me dit, mais vous comprenez, you understand? Non. Non, mais j'achète. Je passe souvent pour un fou comme cela. Est-ce que vous êtes capable, si je vous demande quelque chose, d'aller me le trouver, de savoir exactement où il est? Oui, en quelques secondes. Alors, est-ce que vous avez le journal de ma naissance, 19 mai? J'ai le 18. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un journal inintéressant au possible. La grande nouvelle, c'était le lendemain, je suis désolée. Ouais. Nous sommes très, très impressionnés et conquis par cette immense, énorme collection de journaux, la plus importante au monde. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci, Harold. Quel plaisir de découvrir des collections, des passionnés, des régions. Nous avons déjà hâte de repartir et de vous faire découvrir de nouveaux trésors.